enquête. Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Parlement ultramarin qui analyse l'activité de nos élus. On a voté pour eux, ils sont là grâce à nous, mais que font-ils pour nous ? La séance est ouverte. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 de votre podcast Parlement ultramarin. La séance est ouverte, nous dit la présidente de l'Assemblée nationale. Vraiment ? Bon, pas tout à fait, parce que l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas encore commencé à siéger. Officiellement, leur pause estivale n'est pas encore terminée. La 17e législature de la 5e République a commencé officiellement le 18 juillet, juste après les élections législatives anticipées voulues par le président Emmanuel Macron. À la mi-juillet, pendant 3 journées bien remplies, les députés fraîchement élus ont désigné les détenteurs et détentrices des postes clés du Palais Bourbon. La présidence de l'Assemblée, les 6 vice-présidents, 12 secrétaires, et puis encore les membres et les présidents des 8 commissions permanentes, et j'en passe. La réélection de Yaël Braun-Pivet, dans ses fonctions de présidente de l'Assemblée nationale, au 3e tour de scrutin quand même, dans un contexte tendu, était entachée de controverses. L'opposition estime que cette élection est anticonstitutionnelle, car des députés qui siégeaient encore au gouvernement ont pris part au scrutin. Selon les détracteurs du gouvernement, cela passerait outre la notion de séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. 2 recours ont été déposés devant le Conseil constitutionnel qui a botté en touche. Ensuite, après ces 3 journées pleines de tractations, de rebondissements, bref, de drama, nos élus ont enfin pu prendre quelques semaines de repos et profiter de l'ambiance des Jeux Olympiques. Mais revenons un petit instant sur ces élections législatives. Elles ont vu arriver en tête la coalition de partis de gauche appelée Nouveau Front Populaire. Mais, comme vous le savez, le NFP n'a pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée. Ce qui a permis à Emmanuel Macron, après 7 longues semaines de suspense, de nommer un Premier ministre du parti de droite, les Républicains, arrivé 4e aux élections. Sans revenir trop en détail sur ce long feuilleton, disons que cette nomination n'allait pas de soi. Le NFP avait proposé une candidate au poste de Premier ministre, l'économiste et haute fonctionnaire Lucie Castet. Problème pour le camp macroniste, cette candidate était trop à gauche et aurait peut-être tenté de faire abroger certaines mesures phares et controversées des précédents gouvernements, notamment la fameuse réforme des retraites que le gouvernement d'Elisabeth Borne a adoptée en mars 2023 par le recours à l'article 49.3 de la Constitution, c'est-à-dire sans vote du Parlement. Est-ce que cette décision d'Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier est respectueuse de la démocratie ? Oui, non, peut-être ? Qu'en pensent nos élus ? Écoutons la réaction du député réunionnais Frédéric Maillot. Ce parlementaire de 37 ans, élu en 2022, puis réélu député de la 6e circonscription de la Réunion en 2024, siège avec le groupe GDR, Gauche démocratique et républicaine. En gros, c'est le groupe communiste à l'Assemblée qui fait partie du NFP. En tout cas, le jeune élu réunionnais n'est pas du tout emballé. On a clairement un président qui a décidé de faire de la négation. En nommant ce Premier ministre, il bafoue la tradition républicaine et il bafoue le respect des urnes. Et nous voit la grandeur d'un homme politique à sa façon dont il sait respecter ou pas la démocratie. Et là, clairement, la démocratie n'est pas respectée. Nous l'est en début septembre et Macron vient de mettre un coup de poignard dans le dos de la démocratie. À l'instar de Frédéric Maillot, nombreux sont ceux qui estiment que le président de la République aurait dû nommer un Premier ministre issu des rangs de la coalition arrivée en tête lors de ces élections. Mais bien entendu, certains élus ultramarins sont très satisfaits de la nomination de Michel Barnier à Matignon. Je crois que c'est une bonne nouvelle puisque c'est un homme de droite qui connaît la Nouvelle-Calédonie, qui est attaché à la Nouvelle-Calédonie française. Donc sur le papier ça va, il faudra maintenant connaître son état d'esprit aujourd'hui. Je lui ai envoyé un SMS pour le féliciter et pour solliciter auprès de lui un rendez-vous dès la semaine prochaine à Paris pour que je puisse lui faire part de la situation ici au pays. Vous l'avez compris,
il s'agissait d'un député de Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence Nicolas Metzdorf, un militant anti-indépendantiste de 36 ans, élu en 2022 et réélu en juillet dernier. Il siège depuis son élection au sein du groupe macroniste Ensemble pour la République, autrefois nommé La République en marche. Soulignons au passage que la coalition du NFP a largement dominé ce scrutin dans les Outre-mer, puisque sur 27 députés ultramarins, 16 vont siéger dès la rentrée au sein des groupes parlementaires qui constituent le NFP. La nomination de Premier ministre de droite, Michel Barnier, du Parti Les Républicains, est donc potentiellement une mauvaise nouvelle pour nos élus des Outre-mer, puisqu'ils se retrouvent relégués dans l'opposition. Il sera plus difficile pour eux de peser auprès de l'exécutif. Nous garderons un œil sur tout ceci dans les prochains épisodes. Bon, les élections, tout ça, mine de rien, c'est déjà loin, hein. La rentrée parlementaire approche à vitesse grand V. En vertu de la Constitution, le début de la session ordinaire du Parlement est prévu pour le premier jour ouvrable d'octobre, c'est-à-dire le 1er octobre. Est-ce qu'il faut en déduire que nos députés et nos sénateurs des Outre-mer sont en train de se tourner les pouces jusqu'à la fin du mois de septembre ? Bien sûr que non, hein. Ils ont du pain sur la planche, car il y aura beaucoup d'enjeux pour les régions et collectivités ultramarines durant l'année à venir. D'abord, il y a la question du budget des Outre-mer. En attendant la rentrée parlementaire, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale commencent à déblayer le terrain pour l'adoption du budget 2025. Ces travaux ont commencé alors qu'il n'y avait toujours pas de gouvernement formé après les élections. D'ailleurs, au moment où nous enregistrons cet épisode, le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, nommé il y a 2 semaines par Emmanuel Macron, n'a toujours pas annoncé la composition de son cabinet gouvernemental. Mais le temps presse et il faut quand même commencer à préparer le prochain budget avec ou sans gouvernement. Donc, le 9 septembre, le député guadeloupéen Christian Baptiste a interpellé le gouvernement sortant sur une baisse des crédits de paiement pour les Outre-mer qui s'annonce pour le prochain budget. Cet élu socialiste avait été reconduit fin juillet à son poste de rapporteur spécial du budget des Outre-mer à la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Écoutons-le. Permettez-moi d'intervenir sur la question des lettres de cadrage budgétaire laissées sur les bureaux des différents ministères avant la nomination de M. Barnier comme Premier ministre. Concernant le budget Outre-mer, dont je suis le rapporteur, cette lettre de cadrage fait état d'une baisse de 4% des crédits de paiement. J'alerte vraiment et très solennellement sur le risque que ferait courir une telle diminution pour nos territoires ultramarins qui sont aujourd'hui dans des situations de vive tension. Des mobilisations contre la vie chère sont en cours et si le futur gouvernement ne prend pas à bras-le-corps ce sujet, les tensions sociales seront exacerbées. Nos territoires ont besoin d'un rattrapage économique et social. Diminuer les ressources serait un abandon définitif avec des conséquences désastreuses et potentiellement incontrôlables. Avez-vous conscience de la situation des territoires ultramarins pour oser faire de telles économies ? Alors, pourquoi le député guadeloupéen s'inquiète en fait ? Dans le projet de loi de finances pour 2024, qui avait été adopté en fin d'année dernière par l'emploi du fameux article 49.3, une forte progression des moyens de la mission Outre-mer avait été actée avec 350 millions d'euros en plus qu'en 2023 pour frôler au total les 3 milliards d'euros. Mais ça, c'était l'an dernier. Pour 2025, le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, proposait aux différents ministères une baisse de 4% des crédits pour les Outre-mer, ce qui représente une perte d'environ 100 millions d'euros pour les crédits de paiement alloués par l'État aux territoires ultramarins. Parce que l'année prochaine, le gouvernement va chercher à faire de grosses économies, car les finances de l'État sont dans le rouge. En 2023, le déficit public était de 155 milliards d'euros et la dette de l'État dépassait allègrement les 3 000 milliards à la fin du premier trimestre 2024. Vous me suivez toujours ? Bon, je sais, ce sujet est très technique, mais il est crucial pour nos territoires, parce que si on reçoit moins d'argent de l'État, l'année qui vient risque d'être difficile. Et il y a déjà de quoi être inquiet. Car, comme l'a dit le député guadeloupéen Christian Baptiste, la question de la vie chère est revenue sur le devant de la scène dans les Outre-mer. En Martinique, un mouvement contre la vie chère appelle à des manifestations depuis le début du mois de septembre. Rappelons que selon les derniers chiffres de l'INSEE, le différentiel des prix à la consommation entre la Martinique et la France hexagonale était de 14% en 2022 et même de 40% pour les produits alimentaires. L'écart est de 16% en Guadeloupe, il est de 14% en Guyane
10% à Mayotte et 9% à La Réunion. Sur les prix de l'alimentation, par contre, tout le monde est largement au-dessus de 30% d'écart avec l'Hexagone. D'ailleurs, un nouveau site internet, kiprix.com, compare les prix en grande surface entre un hypermarché de Martinique et 2 hypermarchés appartenant à la même enseigne à Toulouse et à Montpellier. Ce site passe au crible les prix de plusieurs milliers de produits en rayon. Le résultat est édifiant. Pour un grand nombre de produits, qu'il s'agisse d'alimentaire, de produits d'hygiène ou de fournitures scolaires, le prix affiché en Martinique est le double du prix pratiqué dans l'Hexagone. Les parlementaires martiniquais sont solidaires des revendications formulées par ce mouvement contre la vie chère qui exige une baisse des prix, mais pour l'instant, c'est la préfecture qui a la main sur ce dossier. Écoutons la députée PS de Fort-de-France, Béatrice Bellet, élue en juillet dernier. La force de la présence des Martiniquaises et des Martiniquais dans la rue et dans ce type de rassemblement, ça donne de la force au combat politique que nous allons mener à l'Assemblée nationale. Véritablement, tout le monde, tous les jours, la question de la vie chère, c'est un combat que mène le Parti socialiste, qu'a mené le Parti socialiste d'ores et déjà, par exemple, avec Victorin Lurel, avec des commissions qui ont été faites, et malheureusement, nous n'arrivons pas à avancer. C'est vrai, le député Ajar également avait été rapporteur d'une commission d'enquête sur cette question. Et au-delà de tout, au-delà des préconisations qui ont été portées, nous n'arrivons toujours pas à avancer. J'ai presque envie de dire, à cette rentrée de septembre, en Martinique, on n'a jamais eu une rentrée aussi chère. En plus de la vie chère, nos élus ultramarins vont être confrontés à de nombreux défis cette année. On en a eu un premier aperçu en écoutant le député Nicolas Metzdorf il y a quelques minutes. La Nouvelle-Calédonie, ce sera le gros dossier des prochains mois. Que vous soyez pour ou contre l'indépendance de cet archipel colonisé par la France à partir de 1853, on peut tomber d'accord sur une chose. Ce territoire, appelé Kanaki par ses habitants autochtones, est confronté depuis le mois de mai à des violences très graves qui ont fait 13 morts et ravagé le tissu économique. Les discussions vont reprendre fin septembre entre le camp des indépendantistes, le camp des loyalistes et l'exécutif pour tenter de sortir de cette crise. Les thématiques, c'est fin septembre pour une rencontre et puis établir finalement les perspectives quant à la reprise des discussions en direct avec le président de la République. Donc là, c'est un point qui est intéressant pour nous, dans la mesure où aujourd'hui, les ministères en place sont juste chargés des affaires courantes. Après, les thématiques évoquées, elles ont été sur le report des provinciales, le nouveau corps électoral qui votera, la mise en place d'une mission du dialogue, c'est quelque chose sur lequel le FLNKS avait déjà fait plusieurs fois appel à l'État là-dessus. D'ici là, il y a besoin de liquidité parce que le pays en a besoin aujourd'hui. Et c'est ça l'urgence. C'étaient les voix du député Emmanuel Tjibaou et du sénateur Robert Rowi à l'issue d'une rencontre à l'Élysée fin juillet. Ces deux parlementaires sont tous deux Kanaks et favorables à l'indépendance de leur collectivité. Autre dossier ultramarin conséquent, l'île de Mayotte, qui est confrontée à d'importantes tensions, une très forte immigration illégale venue de l'archipel voisin des Comores, mais aussi à un problème d'habitat insalubre et à des pénuries d'eau récurrentes. Avant la dissolution, un projet de loi Mayotte était en cours de préparation. Cette loi prévoyait un durcissement des conditions de naturalisation dans ce département, avec la suppression du droit du sol, une mesure controversée valable uniquement à Mayotte. Mais ces travaux ont été suspendus par la dissolution. La députée mahoraise Estelle Youssoufa a déjà exprimé son impatience de reprendre le travail sur ce dossier avec le nouveau Premier ministre. Donc, cette année 2024-2025 s'annonce riche de sujets à suivre de très près dans les Outre-mer. Je me ferai un plaisir de décortiquer et de décrypter ces sujets pour vous dans les prochains épisodes. Rendez-vous dès le mois prochain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La séance est suspendue. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux, à nous mettre 5 étoiles et à partager autour de vous pour faire entendre les voix ultramarines. Au Pacaton.